On le fera quand même. Tiens, je commence à enregistrer comme ça. Si tu redis des conneries, Juan, je sais que tout est... Non, mais on parlait de la réussite via OnlyFans grâce à mes pieds. Exactement. Ouais. Ouais, c'est un business lucratif. Depuis que j'ai créé ce compte OnlyFans, je ne me balade que en claquettes. Je comprends. Ouais, même l'hiver. C'est très smart avec le temps pluvieux à Paris en ce moment. C'est Ouais. vraiment un parti pris, quoi. Mais des fois, tu vois, je prends les grands boulevards, on me jette des pourboires, on me lâche des tips. Est-ce que c'est pas pour... Peut-être que les gens ont pitié, non? Ouais, c'est peut-être parce que j'ai des claquettes, ils se pauvre. disent, ils peuvent pas se payer des chaussures. Et Moi, puis, je croyais il est que c'était parti parce à que la j'avais des 4e jolis émission. Shit. Mon monde se déconstruit. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, c'est ça la leçon. C'est Ouais. rebondir après l'échec de tes photos de pieds ratés. C'est ça. Ouais. J'espère que je pourrai m'en sortir maintenant. J'espère. En tout cas, on mettra le lien de la cagnotte Litchi à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on commencerait pas? Allez, bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Juan Arbalez, l'une des personnalités les plus demandées sur le podcast de La Leçon. Quand je te dis que ça fait un bout de temps que je voulais t'avoir sur le podcast. Ah ouais, c'est vrai ça? Je te jure. Ah bah c'est trop sympa, merci en Ouais. tout cas à tous les gens qui nous écoutent. Merci de ce soutien. Saison 3 de Top Chef. Ouais. Moi, je dois avoir 22 ans. T'as déjà un beau CV, hein? Ouais, j'avais bossé chez Pierre Gagnère, j'avais Ouais. bossé au Georges V, j'étais au Bristol, et je me sentais hyper puissant. Je me sentais vraiment le plus fort, je sentais que j'étais le plus rapide, le plus précis, le meilleur en cuisson, le meilleur en dressage. Je me sentais presque, inatteignable. En vrai, quand je rentre dans ce concours, quand je rentre à Top Chef, je suis grande gueule, un peu... T'as 22 ans, quoi. J'ai 22 ans, Ouais. je suis tête brûlée. Je suis parti de chez moi à 18 ans. J'ai réussi à m'installer à Paris alors qu'à la base, je venais pour 1 an et demi, 2 ans. J'ai réussi à rester. Tu parlais français quand t'es arrivé à Paris? Je parlais, mais j'avais un accent qui était beaucoup plus marqué. Ok. Et malheureusement, et finalement heureusement, mais malheureusement, dans les restaurants où j'ai travaillé, on se foutait énormément de moi, de mon accent. On me traitait de chicanos, qui veut dire mexicain, alors que je suis colombien. Ce qui est un peu raciste. Ouais, j'ai vécu avec ça un peu. On me demandait de faire des tacos pour le déjeuner, alors qu'en Colombie, on mange pas forcément des tacos. Et je me suis dit, si je veux réussir aujourd'hui dans la gastronomie française, qui est assez chauvin et assez fermé, il faut que je m'adapte. Donc j'ai poliché, la première chose que j'ai fait, c'était policher mon accent. Okay. Je rentrais chez moi, je répétais les mots que j'arrivais pas à dire, jusqu'au moment où, tu vois, j'ai réussi complètement à presque faire disparaître les traces de caractère qui étaient mon accent. Faut juste en garder un poil parce que c'est quand même trop stylé. Bah aujourd'hui, je suis déçu de l'avoir nettoyé. Tu vois, ça me rend presque triste parce que je continue à faire quelques fautes, mais des fois de vocabulaire ou des fautes de grammatique. Les gens pensent que je suis un Français teubé et pas un Colombien plutôt doué. Et ça, c'est un peu nul. Mais oui, en vrai, je trouve ça génial. Les accents, c'est ce qui donne un peu les couleurs, les caractères, Exactement. la différence. Ils enrichissent aussi un peu la langue. Donc, je regrette un peu. Il y a des mots que j'arrive toujours pas à dire et que j'ai envie de garder. Comme incision, tu vois, les S comme ça et les C quand ils se... Ouh, là, c'est une perceuse plus. Tu penses qu'ils sont en train de faire quoi? Miguel doit être en train de mettre son tableau qui vient d'être offert pour son anniversaire. Ah, waouh. Donc, il est en train de percer le mur jusqu'à la douche derrière le tableau. Et sa nana, elle est en train de lui hurler dessus, là. Ouais, après, c'est le mois d'août. Je pense qu'il profite pour faire les travaux parce que, voilà, les gens sont partis. Mais nous, on est restés. Nous, on est restés. Voilà. Nous, on est là. Nous, on est là pour parler d'échecs. Exactement. Ce podcast sera pas un échec, même s'ils font des travaux, je vous le dis. Dis donc, c'est un statement très fort. Hein. J'espère que t'assures après. Hein. On va partager ça. Et ouais, du coup, j'ai un peu perdu cet accent grâce à ce travail. Mais c'est pas forcément évident, effectivement, en cuisine. Tu viens d'arriver, t'es jeune. Ouais. La cuisine, c'est connu pour être très compliqué. Très dur. Et en vrai, je venais avec aucune expectative à la base. Et là, ça fait 4 ans que je suis en France. J'ai 22 ans et j'intègre un des concours les plus emblématiques de la télévision française. Incroyable. Donc, je me sens un peu intouchable. Tu vois, je me dis, waouh. J'ai bossé chez Pierre Gagnère 3 étoiles au Guide Michelin, au Georges V 2 étoiles, j'étais au Bristol 3 étoiles. Je me dis, je suis intouchable. Et là, l'émission commence. Première épreuve. Pouah, gros raté.
énorme raté. J'arrive pas. Je fais un carré de veau à l'époque. Ouais, j'allais te poser la question. Rappelle-moi, j'ai mauvaise mémoire. Ça se passe comment Alors, on est 14 au début. C'était l'année où il y avait Jean Humbert, il y avait Denis Broisy, Tabata, Cyril Zen, Norbert Tarrer. Ouais, que des restas, quoi. Ouais, il y avait. C'était une grosse année. C'est une bonne team. C'était une grosse année. Et la première épreuve, on nous sépare dans 2 clans, des gens rouges et les gens verts ou je sais plus, ou noirs. Ça. À peu près, ouais, c'était un mix. Et on devait s'affronter face à quelqu'un de l'équipe adverse, avec un plat emblématique qu'on choisissait. Okay. Donc moi, j'avais un carré de veau, c'était vraiment mon plat signature, le carré de veau avec des carottes cuites au miel, gingembre, un truc génial que j'avais à l'époque. Et je me lance sur le carré de veau, mais je cuis le carré de veau entier. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ceux qui cuisinent un peu, pour cuire un carré de veau entier, c'est très long. Mais le fait de le cuire en entier, ça conserve vraiment la chair à l'intérieur, ça cuit près de l'os, c'est super beau. Mm-hmm. Il s'avère que les fours du concours, c'est des fours pas vraiment pro. Le four est vraiment très loin de la cuisine. Le poste de travail est de l'autre côté. Les ingrédients étaient dans le truc voilà. Bref, rien n'allait. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je te raconte ça en cherchant un peu des excuses. Le problème, c'est qu'à 22 ans, tu prévois pas tout ce genre de choses. Sûr. À 22 ans, tu te dis, tout va être nickel, j'aurai aucun problème, ça va sortir comme je veux. Et faire une épreuve en 45 minutes, un carré de veau en entier. Ouais, c'est très très court. Hein. Donc ça, c'est, tu vois, la bêtise du débutant. Mm-hmm. Et là, je prends déjà une première leçon parce que je perds. Mm-hmm. Alors, je sors pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait pire que moi, heureusement. mais je suis pas sorti. Mais je vis presque tout Top Chef comme ça. Oh là là. Je souffre toutes les épreuves. Sauf une, celle de l'omelette, où là, pour le coup, j'excelle parce que à l'époque, j'étais au petit-déj au Georges V, j'avais fait 350 omelettes tous les matins et que j'avais réussi cette épreuve. Mais vraiment, je vis que des échecs. Comment tu rentres le soir le concours, il se déroule sur un laps de temps qui est plutôt long. Est-ce qu'à chaque fois, on vous donne l'espace de quelques jours pour retravailler ou alors est-ce que tout s'enchaîne ? Alors, je pense que cette émission, elle a beaucoup évolué aussi parce que à l'époque, c'était la 3e saison. Ça, c'était un peu les débuts. Et nous, on n'avait pas vraiment d'infos sur les recettes, sur les ingrédients qu'on allait travailler. On tombait vraiment au moment direct sur l'épreuve et on essayait de faire au mieux. Putain, et tout en étant filmé, avec des gens qui vous regardent, avec la pression de tu te retournes et ton voisin, il fait mieux que toi. Enfin, c'est pas juste toi solo dans ta cuisine avec une petite playlist, tu vois, et un verre de vin rouge, quoi. Bah oui, mais surtout en expliquant ce que tu fais. Tu vois, là, je suis en train de couper les oignons. Là, je suis en train de éplucher l'ail. Là, je vais saisir ma côte de veau. Wow. Imagine, toi, tu te réveilles le matin, tu dis, là, je suis en train de me brosser les dents. Je vais me maquiller face au miroir. C'est tous les gestes que tu fais au quotidien. Ouais. Commenter comme si tu étais un commentateur de football, étape par étape. Comme si c'était ton métier, alors que pas du tout. Avec un journaliste qui te colle aux fesses en train de dire « Et là, t'es en train de faire quoi ?» Toi, t'es en train de transpirer, tu sais même plus qu'est-ce que t'as lancé, t'as 4 trucs qui sont en train de brûler. C'est vraiment un... Mais je t'emmerde, c'est une épreuve. Ah oui, non, mais c'est horrible. En vrai, franchement, Top Chef, alors, t'apprends pas grand-chose parce que c'est une machine à broyer. Mais pour le coup, tu vis des épreuves qui te remettent vraiment la tête sur les épaules. Ah ouais. Ça te redescend sur terre et tu te rends compte à quel point ce genre d'émission, ce genre de challenge, ce genre de concours peut être compliqué. Et pour moi, Top Chef, c'était non seulement un échec, mais une grosse remise en question. Ok. Waouh. Ouais, j'imagine tout ça et puis j'aimerais rajouter quelque chose. C'est pas ta langue natale. Oui. Donc toi, t'as un effort supplémentaire à faire. Oui, il y avait des moments où je pense que même si t'es français, francophone, à un moment tu trouves même plus les mots parce que le stress, la panique. Je me souviens quand tu prends un élément et que tu es en train d'essayer de le dresser, t'as tes mains qui tremblent tellement qu'il y a tout qui se balade partout. Ton corps, il te joue vraiment des tours. C'est une expérience qui est assez particulière. Et qu'est-ce qui se passe d'une épreuve à l'autre ? Comment est-ce que tu essayes de te remotiver à te remettre en selle, tu vois ? Bah, tu travailles. En vrai, moi, je me souviens que j'avais pris plein de livres, j'étudiais surtout les choses qui étaient mes faiblesses. Beaucoup la pâtisserie, j'étudiais beaucoup les pièces à cuire entière, beaucoup les épreuves du meilleur ouvrier de France parce que c'était des choses qui pouvaient sortir. Donc, j'essayais de aller puiser un peu les éléments qui pouvaient sortir
qui étaient mes faiblesses. Le problème, c'est que dans un concours comme celui-là, même quelque chose que tu maîtrises, comme c'était ma première épreuve avec le veau, bah, t'as tellement de choses aléatoires qui peuvent apparaître, t'es jamais à l'aise. T'es jamais vraiment dans une situation dans laquelle tu te sens bien. Et surtout quand t'as 22 ans et tu manques d'expérience. Ouais, et puis l'enfer, parce que dès la première épreuve, tu dis, yes, ça, je maîtrise, et voilà, tout de suite, tu perds ta confiance en toi. Direct des claques. Oh, wow. Okay. Ouais. Tu prends direct des claques et encore une fois, je pense que ça a été un parcours du combattant horrible parce que c'est rempli d'échecs et ça te ramène, enfin, tu tombes plein de fois. Et vraiment, j'ai pas eu, j'ai dû faire 6 ou 7 épreuves, je crois, quelque chose comme ça. Je suis resté 4 semaines. C'est, il y a une élimination. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui est éliminé. Ça dure 2 mois en tout de tournage, un peu plus de 2 mois. Moi, je fais 1 mois de shooting et de tournage, 3 semaines et demie, je crois, 4 semaines. Ouais, c'est intense, hein. C'est super intense. Je pense qu'à ça, mais tu vis que pour ça. Ouais, t'es enfermé à Pantin dans un hôtel et tu vis que ça. Et c'est horrible parce que tu ressasses aussi ton échec face à tout le monde. Tu vois, tu sais que t'as perdu, tu sais que t'étais pas au top. Même des fois quand tu réussis et que on n'a pas gagné l'épreuve, bon, t'as pas perdu, t'as pas été éliminé, mais t'as pas été à la hauteur. Et toi, t'es conscient de ça. Donc tu vis un peu un échec perpétuel pendant cette compétition. Et c'est tellement dur. Et c'est tellement puissant, enfin, en même temps, la machine Top Chef, que cette image remplie d'échecs, elle te colle à la peau. Et une fois que Top Chef c'est fini, toute ta vie, tu vois, t'es un peu estampillé Top Chef. Ah ouais. C'est ça qui est hyper dur. Encore, ces émotions-là. Ah bah ouais. Donc même si t'as gagné ou perdu ou quoi qu'il arrive, t'es tout le temps estampillé. Les journalistes s'accrochent énormément à ce concours et t'avoues avoir travaillé dans les plus grands restaurants, être étoilé Michelin. La première chose qui sort souvent dans les articles, c'est ancien candidat Top Chef. Donc ce qui est dingue, c'est que imagine ce truc qui te colle à la peau que t'as mal vécu. Déjà, t'essayes de t'en débarrasser tout le temps. C'est vraiment, c'est un truc qui est assez particulier comme expérience. Est-ce que tu peux me raconter cette épreuve qui devient ton épreuve éliminatoire et ton état d'esprit à ce moment-là? L'épreuve, alors là où je pars, c'est une épreuve autour de fromage. Je suis face à Norbert et face à Ruben, qui était la pépite qui avait gagné un dîner presque parfait. Il avait 18 ans, le gamin super créatif. Oh là là. Le truc horrible, quoi. En plus, c'était face à Norbert, face à lui et deux personnes qui sont mes amis, hein. On s'entend super bien aujourd'hui. Tu dis, fais chier, ils sont brillants. Ouais. Et on tombe dans un fromage et on se lance sur les fromages. On fait un plat. Chacun part sur son truc. Moi, je pars sur quelque chose d'extrêmement compliqué parce que je me prends la tête. Je me dis, j'ai pas été à la hauteur, donc je pars sur vraiment une déclinaison de 10 fromages différents à la Pierre Gagnère avec un siphon de brouillade d'œufs, noisettes sur des oursins et du fromage bleu. Un truc mais ultra galère. En 45 minutes. Ouais, bien sûr. Donc je pars sur le truc. À la fin, j'ai mes assiettes qui sont tous dressées. J'ai un siphon de ma brouillade d'œufs. Je mets mes œufs, ma brouillade dedans. Je ferme, je gaze. Et il n'y avait pas le joint à l'intérieur du siphon. Et tout explose. Oh non. Et ça explose devant toutes mes assiettes. Donc, j'essaye de ramasser le peu qui reste. Je redresse sur 4 assiettes différentes, mais finalement, j'en vois, tu sais, un bout de fromage bleu avec un bout de raisin et des trucs, mais horrible, quoi. Je me souviens la réaction de Piège et de Constant. C'était Guylaine Rabian, Constant, Piège et Thierry Marx. Ouais, c'est que des gens en plus que t'admires. Ouais. Et qui regardent l'assiette et qui disent, mais c'est une assiette de fromage. Il est où le travail du cuisinier? Et là, je dis, putain, merde, horrible. Et je pars sur cet échec, tu vois, dans lequel, moi, je me dis, ma vie, elle est finie. Je me remettrai plus jamais de ça. C'est-à-dire qu'il y a entre 4 et 5 ou 6 millions de personnes qui vont voir ce truc. Tous les cuisiniers de France vont voir ce truc. Il y a plus personne qui va m'embaucher. C'est fini pour moi. C'est fini. J'ai pas en plus, j'arrivais vraiment comme le coq en pâte, tu vois, de 22 ans qui sentait qu'elle allait tout défoncer et je me fais démolir. Et puis t'as pas encore la maturité et la longue expérience derrière toi pour te dire attends, je me suis relevé de plein de trucs, je me connais, je suis stable, machin. Non, t'es encore trop jeune premier, même si t'as fait des trucs de fou, pour avoir ce recul et cette confiance en toi. Bah c'est le premier échec professionnel en vrai. Tu vois, j'ai vécu des échecs amoureux, j'ai vécu des échecs, mais mon échec professionnel c'est le premier. Et t'imagines ton premier échec professionnel qui est public, qui est à la télé, qui est regardé, commenté par tout le monde.
Ouah, cette sensation, elle est d'une violence. Je me souviens que j'ai vécu 15 jours derrière, c'est la descente aux enfers dans laquelle tu te dis, mais à quelle sauce je vais être mangé? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand je sortirai dans la rue? Ça va être hyper dur. J'ai eu beaucoup de chance. C'est que pendant cette épreuve, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon frère, un de mes meilleurs amis et qui est un de mes frères, qui est Denis Imbroisi, qui est un chef italien absolument talentueux, peut-être une des plus grandes machines de guerre que j'ai jamais vues, avec une culture de la cuisine mais monstrueuse. Et lui, il a été une grande force pour moi parce qu'il avait cette force de caractère de réussir à voir dans l'échec quelque chose de puissant. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui, même dans la situation la plus difficile, il lâchait jamais. Tu vois, c'est une force de la nature pour moi. C'est quelqu'un qui même quand il est dans un coin complètement fini, il lâche pas, tu vois, il baisse pas les bras. Incroyable, ça tire tellement vers le haut, les amis comme ça. Ouais, et c'est lui qui m'a un peu sauvé parce que lui, il a fait 2 émissions de plus, hein, il va pas plus loin. Il fait 8e, je crois, ou 7e, je sais plus exactement. Mais il garde cette expérience comme quelque chose d'ultra positif. Et il se dit, attends, on va kiffer, enfin, on va être à la télé, ça va être génial, les gens vont nous reconnaître, viens, on sort, on va profiter de ça. Au lieu de dire, les gens vont voir que j'ai perdu, lui, il voyait, viens, les gens, ils nous ont vus. Viens, on profite de cet instant. C'est ce que j'allais dire. Je trouve ça hyper intéressant comme la même situation, on peut avoir 2 regards différents dessus. Parce que moi, ce que je vois, c'est que le mec à 22 ans, non seulement il a déjà été chez des étoilés, tu es pris dans Top Chef et finalement, tu fais quand même la moitié de l'émission. Un tiers. Un tiers et demi. Allez, on peut se mettre d'accord sur un tiers et demi. T'es tellement sympa. En vrai, on était 14. Très sympa. T'es trop sympa parce que on était 14 et je finis 10e. Voilà. Pour être honnête. J'assume totalement aujourd'hui cette défaite. Oui, tu peux. Je vis avec. Oui. J'ai rebondi. Un peu, ouais. Et tu sais, quand t'arrives à parler de ces échecs, je trouve ça génial parce que en France, on a une culture qui masque un peu les échecs. On a souvent tendance à parler des succès et très peu des échecs. Et je trouve ça un peu triste dans la culture anglo-saxonne. On se sert de ces échecs pour plus commettre des erreurs. Quand on les commet, on les partage aux autres, tu vois, pour pas que ça leur arrive. Et je trouve qu'en France, on le masque, tu vois, on a envie de l'enterrer, de le cacher, alors qu'on pourrait peut-être sauver des gens de pas commettre les mêmes erreurs. Donc je trouve moi aujourd'hui j'aime bien en parler, je trouve que en plus quand tu arrives à rebondir, c'est absolument magique. C'est magique et puis c'est hyper émouvant aussi de te dire punaise, le moi qui a 22 ans et qui se dit ma carrière est foutue, je vais changer de pays parce que là vraiment la honte, je peux plus sortir de chez moi, etc. C'est dit mais ça m'a apporté tellement de positif en fait, mais je suis certaine qu'en un sens ça t'a poussé à déjà à gagner en humilité, ce qui permet de voir toutes les situations de façon plus claire et plus précise. Ouais. Et tout de suite avec ton pote de vous dire ok, on est sorti un peu trop tôt par rapport aux autres, on va capitaliser dessus d'une manière différente. Ça t'a donné une bête de gagne en fait. Oui, ça nous a donné un peu la force de, tu sais, on avait l'impression parce qu'on était un peu on était 3, je crois, les étrangers avec Tabata, un peu les touristes du truc et avec les accents et notre culture un peu différente. Et c'est vrai que souvent on se disait bon, on est peut-être on était en plus les plus gamins, je pense. Ouais. On est les plus gamins, on est les outsiders, un peu les gamins, les jeunes. Profitons de ça, quoi. Il faut qu'on profite de cette vague, il faut qu'on profite de cette puissance pour réussir. C'est pas là on va pas rester cloué, tu vois, à cause de ce coup de massue peut-être qu'on a pris. On va continuer à se battre, on va essayer de surfer un peu sur cette vague de notoriété pour réussir à transformer l'essai et pas que ça reste un échec. Les gens ont totalement oublié que t'es parti à la 4e émission, en fait. Ah, c'est gentil. C'est vrai. Peut-être. Oui, mais. Tu te rappelles encore ton omelette? Il y a des gens? Non. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Non, mais je trouve ça presque dommage. Ah ouais? Oui, je trouve ça presque dommage qu'on oublie, qu'on garde que les succès parce qu'on n'apprend rien, tu vois. On voit quelqu'un qui est successful peut-être et qui a réussi. On lui donne à la limite et de temps en temps pour cette personne peut-être tout est facile, tu vois. Moi c'est marrant, j'ai vu plein de cas un peu moins aux États-Unis parce qu'on parle on en parle beaucoup de l'échec avec ouverture, avec sincérité, avec honnêteté, et je trouve qu'on est heureux de quelqu'un successful aux États-Unis et en Angleterre et dans la culture anglo-saxonne. Pourquoi on est heureux de quelqu'un qui a du succès? Peut-être parce qu'on est conscient aussi de ses échecs. En France, quand quelqu'un a du succès,
il y a souvent un peu de jalousie, il y a souvent un tout petit peu c'est un peu mesquin. Et je me demande si c'est pas parce qu'on a tendance à cacher un peu les échecs. Ah ouais, c'est hyper intéressant. J'avais jamais fait le parallèle avec ça. Moi, je trouve ça super triste en vrai. Tu sais, il y a un jour, j'ai entendu en espace de 3 mois ou 2 mois, il y avait des articles qui sont sortis quand j'avais fait Objectif Top Chef. Et c'était Juan, le Colombien à qui tout réussit. Juan et Johan comptent la success story. Ouais. Et je regarde les 3, tu vois, les 3 titres, et je dis mais putain, c'est chelou parce que on me dresse un peu un portrait de quelqu'un pour qui presque tout était facile. Alors oui, j'ai jamais baissé les bras, j'adore me battre, j'ai un métier qui me passionne et j'ai jamais eu l'impression de bosser et j'adore ce que je fais, vraiment, j'adore ce que je fais. Mais putain, je me suis ramassé 1000 fois. Mais 1000 fois, enfin aujourd'hui j'ai ma cocotte, j'ai ouvert ma cocotte, on l'a loupé, j'ai ouvert Vida, je l'ai loupé, j'ai ouvert Amer, je l'ai loupé, j'ai plein d'échecs dans ma vie, mais plein hein. Dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans ma vie et c'est marrant, mais on a tellement une tendance à cacher tout ça qu'aujourd'hui, on dresse souvent des portraits de succès en oubliant un peu l'histoire qu'il y a derrière. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça hyper dommage et je me rappelle quand j'avais eu l'idée de la leçon, j'étais en train de faire des portraits d'entrepreneuses pour qui connaissaient une success story, etc. Et je me disais que c'était même presque injuste un peu pour elles parce que quand on te dit tout réussi, c'est presque, tu le dis, comme si c'était trop facile pour toi, alors qu'il y a énormément de travail derrière, de réflexion, de remise en question, d'heures de sueur, de doute, etc. Et je trouve que ça te coupe presque un peu de ton mérite à aussi connaître des succès. Tu le ressens comme ça, toi, quand tu lis un titre? Je trouve qu'il y a une banalisation du sujet, du succès. Il y a une banalisation du travail, tu vois, c'est tu vois, on va te dire oui, mais lui, son restaurant, il fonctionne parce qu'il fait de la télé. Ouais, bien sûr. Oui, mais bon, pour faire de la télé, je me suis réveillé à 5 heures du matin pendant 3 mois, je me suis couché à 3 heures, on a bossé 7-7, et puis j'ai été chercher le truc, et tu vois, ah oui, mais lui, il est ambassadeur pour Breadling. Oui, mais tu sais ce que j'ai fait pour ça? Enfin, je cours des marathons, j'ai été surfer dans la neige, enfin, c'est à 2-3 degrés, et ce jour-là, il y a quelqu'un qui s'est intéressé au profil, et derrière, il y a, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a une banalisation du succès en se disant, ouais, il a réussi, quoi. C'est simple, ses restos sont pleins, il passe à la télé, et il a des marques qui le suivent, donc c'est facile pour lui. Et je trouve que c'est dommage, et je parle aujourd'hui de moi, mais il y a plein de profils comme ça en France. Il y en a plein. Il y en a plein, j'en connais, mais tellement de gens qui sont extrêmement inspirants et je pense qu'ils seraient beaucoup plus inspirants si on se penchait sur leurs échecs que juste sur leur succès. Quand tu dis ça, mais merci, ça ouvre la voie à tellement de choses. J'ai trop envie de parler de plein de trucs, c'est hyper intéressant. J'ai envie de reparler de cet aspect de la mesquinerie dont tu parlais tout à l'heure et ce côté. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a un peu de jalousie? On le ressent tous, hein. Je l'ai vraiment vu. Tu ouvres les commentaires d'une personnalité publique et tu te rends tout de suite compte qu'il y a beaucoup de jalousie et que c'est un vrai truc français. Il suffit d'allumer la télé. Enfin, les talk-shows sont assez droits. Enfin, tout est carré. Il y a rien qui dépasse. C'est très propre. C'est rare d'avoir quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est mort de rire, il y a peu d'espace en vrai à laisser voir ses sentiments. Quand quelqu'un pleure, c'est un chialeur. Quand quelqu'un rit trop fort, ou fait trop la fête, c'est soit un drogué, soit un alcoolique, soit un taré. Oui, je pense. Mais on a tendance aussi à pas trop. Je trouve quand quelque chose, ça je l'ai vécu un peu dans la rue. On parlait hors micro aussi. Je sais pas si c'est Paris, je sais pas si c'est la France. Je trouve que quand tu sors un peu de Paris, les gens sont un peu plus ouverts, sont un peu plus, ont une tendance peut-être à avoir un côté un peu plus sentimental et plus chaleureux. Paris est assez fermé. Et après, je le comprends. Paris et le Parisien habitent dans une ville dans laquelle le monde entier a envie de venir. C'est déshumanisant, Paris. Non mais Paris, c'est le TikTok des villes, tu vois, touristiques. Ouais. Les gens, ils viennent, ils consomment, ils scrollent, ils switchent, ils ont fait la photo à la Tour Eiffel, à l'Arc du Triomphe et au Louvre, et ils se barrent. Donc il y a une méthode de consommation un peu excessive, et je pense que finalement, on finit un peu par se fermer.
en France, on a tout aussi. Donc il y a une espèce de côté aussi très chauvin qui nous oblige à nous renfermer un peu aussi sur nous-mêmes. Je sais pas d'où ça vient. Hein. Je sais pas si cette peur de parler de l'échec, cette peur de parler de ses sentiments est une peur à la critique, est une peur à. Je sais pas si c'est l'éducation. Je sais pas si c'est si ça vient de. Tu sais, il y a un truc assez marrant. Moi, j'ai aucun problème à dire je t'aime. Mm-hmm. Quand j'aime quelqu'un, j'adore dire que je l'aime. Et quand je parle d'amour, je parle d'amour homme-femme, femme-femme, homme-homme, amitié, famille, couple. Moi, mon meilleur ami, quand on a vécu un moment d'amitié qui est hyper solennel, qui est hyper fort, j'ai envie de lui dire que je l'aime. Et souvent, j'avais pas de retour au début. Vous savez, mes premières amies en France, quand je dis je t'aime, les gars en face, il dit mais qu'est-ce qui lui arrive? wow, qu'est-ce qui se passe? On va reparler de Call of Duty parce que je suis perturbée là. Il y a un truc un peu, je sais pas si c'est le côté prude peut-être, plus que tu vois en Colombie, il y a un côté très chaleureux. Tu montes dans un ascenseur, les gens ils te demandent comment tu vas. T'as 6 étages, tu sais ce que tu vas faire ce week-end, ce que va faire la personne le week-end et qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il y a un côté un peu plus perso. Notre côté judéo-chrétien, et pourtant vous l'avez aussi fortement. Je me pose la question, effectivement. C'est culturel, je pense qu'il y a une ouverture qui... Alors tu le disais déjà, à l'école, la manière de faire cours, elle est hyper différente que dans les pays anglo-saxons où on te pousse à prendre la parole, c'est ultra encouragé, y a pas de honte à poser des questions, machin. Tu sais, en France, c'est hyper, tu lèves le doigt, t'es là, monsieur, j'ai le droit de parler. Et donc déjà, il y a ce truc de droit à l'erreur il y a pas l'espace pour en cours, tu vois. Est-ce que c'est pas ce côté un peu intello, philosopho, super intelligent, culturel, que les Français de temps en temps ont et peuvent se donner, parce que c'est vrai que c'est un pays dans lequel on baigne dans la culture, partout, pour le coup, et ça c'est indéniable. La culture, la littérature, le cinéma, c'est quand même d'une richesse monstrueuse en France. Est-ce que ça vient pas de là, ce côté peut-être un tout petit peu supérieur? Comparons aux Italiens qui ont tout autant de richesse. On parle du cinéma, le cinéma italien. Ils ont 2-3 monuments aussi qui sont assez sympas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Et eux ont une chaleur pourtant qu'on retrouve pas nécésairement. C'est peut-être les moules bites. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ça fait la différence quand tu vas à la plage et tu vois ça. De notre... non, je rigole. Ça te donne une ouverture d'esprit tout de suite à la plage, tu dis bon. Mais un peu trop d'ouverture d'esprit, justement. Tu sais, en mode, je ne suis pas certaine d'avoir voulu recevoir cette... Tu te rappelles quand on s'était dit, oh là là, faut pas que notre épisode fasse un bide. Ouais. Et c'est là-dessus. Peut-être. Waouh. Là, ça sera la partie d'accroche. J'ai tellement appris avec toi, Juan. Désolé, mais ce moment culture se finit par le mot moule bite. Non, c'est très très important. J'étais juste pas préparée. Mais c'est juste une hypothèse, ne le prenez pas comme un... C'est une hypothèse. Tu ouvres le débat. Je ouvre le débat et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. Est-ce que la culture italienne est plus ouverte grâce au moule bite? Au moule bite. Est-ce que on ne pourrait pas même inciter les gens à commenter sous la vidéo de cet extrait en écrivant moule bite s'ils ont été jusqu'à cette partie de l'épisode? Est-ce que tu penses que je vais me faire ban d'Insta ou pas? Non. Non? Non. Ça va alors. On peut mettre moule bite. Moule bite. Avec un Y. Ouais, c'est pas mal. C'est les bytes de la musique, tu vois, comme ça on peut... B-Y-T-E. Ouais, ou c'est un plat en rythme moule. Comme les moules, tu vois. Bien, ça te représente bien. Ouais. Moule bites. C'est toi un peu. Les moules. Ça peut marcher. Ce sera le nom de notre groupe, en tout cas. Ouais. Si un jour on monte un Daft Punk des podcasts, on sera les moules bites. Ouais. On mettra un casque, mais rien d'autre. C'est ça, petit slip. Ça sera ça. Le flop. Moi, je fais la cuisine aujourd'hui parce que mon grand-père était un grand adepte de la cuisine française, cuisine italienne.
Il mettait 4 jours à faire sa sauce tomate parce qu'il faisait râper ses tomates. Derrière, il la faisait cuire. Il la mettait dans une petite barrique de cognac où il la faisait pendant 48 heures. Il a laissé prendre le bois. Non, mais c'était monstrueux. Et on a, je pense, baigné, grandi un peu dans cette culture un peu de cuisine. Je trouvais qu'il avait un super pouvoir. Je viens d'une famille hyper nombreuse où ils sont 6 du côté de ma mère et 6 du côté de mon père. Donc, il y a beaucoup de cousins. Trop bien. Et qui dit famille nombreuse dit des nombreux problèmes, des nombreuses différences. Ah, ok. Moi, donc les réunions, fêtes, mais oui. les réunions de famille, c'était un peu le bordel. Ouais. Et la seule personne qui réussissait à mettre tout le monde d'accord, c'était mon grand-père. Et la sauce tomate. Et c'était la table. C'était avec la nourriture. Tout le monde se mettait à table. Et là, il y avait un silence qui régnait. Et tout le monde était là. T'entendais que le bruit des pâtes qui faisaient. Il y avait que ça. Intéressant. Et je trouvais que ce super pouvoir incroyable qu'avait mon grand-père, j'avais envie de l'avoir en grandissant. Je trouve que la table, c'est un endroit que peu importe ta couleur, ta religion, ton ethnie, ta langue, peu importe, tu peux mettre tout le monde d'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Waouh. Et que dit ta famille aujourd'hui de ce que tu fais? Ils sont arrivés d'ailleurs il y a 2 jours. Ils sont là. Je les ai ramenés pour vivre un peu les Jeux Olympiques avec moi. Ils y croient peu. Vraiment, ils s'y passent encore. Enfin, c'est vrai que il y a un chemin parcouru qui est monstrueux. Donc, il y a une grosse fierté. Moi, je viens d'une famille qui est pas pauvre, qui est pas riche. C'est une famille un peu de classe moyenne, assez humble. Et du coup, je pense que tous ces échecs et tous ces réussites, parce qu'il faut pas qu'on oublie de parler des échecs quand même. Merci. Heureusement que t'es là. Hein. On va continuer à bosser là-dessus. Non, mais tous ces rebondissements, je pense qu'ils sont hyper fiers. Ils sont, quand ils voient, tu sais, il y a un article qui sort sur un journal en Colombie qui annonce que je suis porteur de la flamme olympique. Incroyable. Enfin, c'est des choses qu'ils y croient pas. Et j'ai l'impression que là, il y aura pas plus gros et finalement on continue à bosser et la France, ce pays d'adoption, parce que faut pas oublier, ce pays m'a adopté, m'a donné un métier, m'a donné un toit, m'a donné de quoi payer, de quoi me nourrir, m'a donné une vocation. Et du coup, ce pays me permet de vivre des choses exceptionnelles. Donc, magique. Tu vois, j'ai pas le passeport aujourd'hui, mais je me considère autant français que colombien. Ça fait 18 ans que je suis en France, et j'ai vécu 18 ans en Colombie. Et je dois autant à ma Colombie natale qu'à mon pays d'adoption. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs, ça se ressent aussi dans beaucoup de tes projets, hein, qu'il y a toujours un regard vers l'étranger aussi. Oui, tu sais, je trouve que la cuisine, ça c'est un truc qu'on a un peu en France. On a tendance à mettre les gens dans des cases très rapidement. Le français doit faire du français, le japonais du japonais. Ouais. Tu sais, le multicasquette, on n'aime pas trop. Le chef qui a plusieurs restos, on n'aime pas trop. Et moi, je trouve que la cuisine est plus que ça. Tu vois, la cuisine, quand moi je voyage, j'ai été en Israël, je suis revenu avec des produits mais plein de la tête, avec une richesse. Chaque rencontre, chaque technique, chaque cuisson, elle t'enrichit. Pour moi, on n'est pas, tu sais, la cuisine, elle a pas un passeport, elle a pas de limite, elle a pas de frontières. Moi, je trouve que tu t'enrichis et demain, tu vois, pareil, je reparle un peu de ces cultures anglo-saxonnes dans laquelle Jamie Oliver ou Gordon Ramsay, il va avoir des restos méditerranéens, un resto gastronomique, un resto de gyros, un resto. On a un peu plus d'ouverture d'esprit. Et toi, on te le reproche? Oui, ça m'est arrivé. Ouais, plein de fois. Okay. Après, ce qui était ma faiblesse à l'époque, qui était le fait d'être étranger, devient un peu ma force, parce que ça me permet de m'aventurer. Ouais. Mais demain, t'as un cuisinier qui décide, tu vois, un mec que je respecte énormément, Thibaut Sambardier, il a ouvert un restaurant, j'ai été manger chez lui il y a pas longtemps, Moju, qui est un restaurant coréen. Okay. C'est incroyable. Ah ouais. Et la cuisine coréenne est délicieuse. Ouais. Et lui, il exécute tout, mais délicieux. Il a ouvert le restaurant coréen et il s'est pris un nombre mais débile de commentaires en mode oui mais super, le gars il va maintenant après la cuisine japonaise surfer sur la cuisine coréenne. Rien à voir, le mec il a été en Corée, il a trouvé qu'il y avait une cuisine qui était magnifique, qui était complètement sous-exploitée aujourd'hui en France. Il s'est dit viens on essaye de créer quelque chose de génial qui soit un peu à l'image de la cuisine coréenne que j'ai goûtée. Et c'est dingue. Et au lieu d'encenser ce mélange, au lieu d'encenser cette aventure d'un cuisinier qui s'est baladé dans un pays un peu moins connu, on essaye de le descendre et je trouve ça dommage. Mais vraiment, je vous le conseille parce que je me suis vraiment régalé, je me suis éclaté et c'était une super découverte. Je le note, trop bien. C'est quoi ton prochain rêve? Là, t'as une baguette magique et alors là, l'échec n'est pas une possibilité. Vraiment, tout est 100% possible. C'est quoi ton rêve?
Mon rêve, ça serait d'avoir ma famille un peu plus proche de moi, parce qu'ils sont à 8800 kilomètres, que je les vois une seule fois par an, et que c'est toujours autant compliqué, même 18 ans après. D'avoir un restaurant dans lequel j'ai des jardins qui sont pas loin, la mer qui est pas loin, et pas beaucoup de couverts, une carte des vins monstrueuse, pas beaucoup de serveurs, tu vois, juste une proximité mais immense avec mon client. Je sais pas si c'est m'inspirer de ces bars un peu à sushi dans lequel vraiment le chef est face à ses clients, et je trouve que ce contact avec le client, il me manque un peu. Alors aujourd'hui, j'ai 14 restos et c'est génial parce que c'est un succès qui est très cool à vivre, et je suis très fier et je suis très content. Évidemment. Et j'ai la chance d'avoir des associés. Le business prend une place hyper importante. Et en vrai, moi, j'ai fait ce métier aussi pour avoir ce retour un peu direct de mon client. Tu vois, j'adorais serrer la main à chaque client qui venait manger chez moi. J'adorais les voir sortir, j'adorais les voir arriver, j'adorais les demandes en mariage, j'adorais les coups de trop entre trois copains qui se voyaient après des années. J'adorais ces histoires de vie. Je trouve que observer la vie, quoi. Ouais, dans les restos, chaque table est une histoire qui est en train de se vivre, et j'adorais un peu cette espèce de fable de La Fontaine que je vivais dans mon resto. Donc mon rêve ultime, un resto pas très loin de la mer, où je mets dans l'assiette ce que je pêche, ce qu'on cultive, d'une façon très instinctive. Revenir à une cuisine vraiment de poêle, d'instinct, de feu de bois, mais voilà, chef, on a que des betteraves, du maquereau et de l'anguille, y a là, on va faire un menu avec, quoi. Ok. Je suis en train de visualiser une petite table en Grèce avec des chaises sur la roche, au bord de l'eau, et toi qui te dis, je pense que là, je suis bien, que je vais pas rentrer. Voilà. Je te vois très bien là-dedans. Tu viendrais? Ah bah oui, écoute, mais seulement pour toi et pas pour la Grèce et l'eau et. Bon, c'est quand même sympa. Attends, tu rigoles ou quoi? Mais j'y pense. Surtout qu'il y a pas que des moules bites là-bas. Les gens sont habillés. On pourra manger tranquillement. En tout cas, je me concentrerai uniquement sur la nourriture et j'essaierai de fermer mon champ de vision pour. Non, mais en vrai, c'est vrai. Alors, la Grèce, ça a été un pays de découverte incroyable. Pour le coup, 0 échec en Grèce. Cette façon qu'ils ont d'accueillir et de recevoir est quand même magnifique. C'est vraiment la simplicité et la puissance à l'état pur. La force de la cuisine grecque, c'est les produits. Et c'est des produits qui sont gorgés de soleil 360 jours par an. Ouais. Quand tu croques dans une tomate grecque qui a pris le soleil toute la journée, qui est vraiment à maturité, t'as besoin de rien d'autre. Tu pleures un peu? Est-ce que tu te dis, ça ressemble à ça, en fait? J'ai déjà versé ma larme de joie en croquant une tomate en Grèce. Waouh. Ça m'est déjà Ce sera le titre de cet épisode. Je te raconte n'importe quoi aujourd'hui, c'est terrible. En parlant de resto au bord de la mer, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière création à Cannes? Copal. Alors Copal, tu vois, ça c'est un rêve que j'ai réussi, parce que tu vois je trouve que la Côte d'Azur, il y a une phrase magnifique dans un film de Bedos. Il démarre le film en disant: la Côte d'Azur est un lieu lumineux où habitent des gens très obscurs. Waouh, je vois ce film sur ce coup. Mascarade, ouais. Ouais, il était génial. Ouais, très cool. Et c'est marrant parce que, alors la Côte d'Azur est pas que cette phrase-là, parce que, alors oui, il y a des gens un peu farfelus qui habitent, mais je trouve que c'est un lieu incroyable. Quand tu te balades un peu, tu sors des sentiers un peu battus. C'est une région et un terrain de jeu qui est monumental pour un cuisinier. Le Var avec ses légumes, la Méditerranée pour ses poissons, la montagne. Moi, je suis sportif, donc j'adore pour faire du vélo, pour courir, et je trouve que c'est vraiment une région canon, mais vraiment magnifique. Et Romain, qui est Romain Gaudret, avec qui j'avais travaillé à Froufrou il y a quelques années, qui est un créatif mais monumental, m'a appelé pour créer une plage au son de l'Amérique latine. Mais game on. Quand il m'a dit, et je lui dis, attends, il est où l'emplacement? Parce que je me suis dit, il va me filer encore un plan pourri. Ça dénonce, hein, ce podcast. C'est un ami, je peux me permettre. Il m'envoie l'emplacement et je vois, mais la plage entre le Carlton et le Martinez. Arrête. Non, mais il est sérieux. Folie. Il va être, Romain, tu te fous de moi ou quoi? Non, c'est bien ça. On y va, quoi. Mais évidemment. On y va. On a refait toute la cuisine. Ils ont travaillé sur le lieu. C'est juste somptueux. Copal, c'est une essence un peu purificateur de l'Amérique latine. Et
quand tu rentres à Copal, t'as l'impression vraiment d'être dans cette essence même. Tu vois, tu voyages, t'es plus, tu sais même plus où t'es. T'as cette vue complètement à perte de vue. Tu vois, t'as l'horizon à perte de vue qui fait évader toutes tes pensées. T'as une cuisine qui est fraîche, c'est vraiment un rêve. Ouais. Absolu. Faut venir. Ah ouais, là tu nous as tous donné envie, je pense, de rester en France cet été et d'aller visiter les plages entre le Carlton et le Martinez. Tu peux pas le perdre. Tu peux pas le louper, Copal. Qu'est-ce que tu dirais au toi qui a 22 ans et on terminera là-dessus? La réponse est super simple en vrai parce que je vis encore aujourd'hui pareil, tu vois, je pense que là où l'os il casse, il s'endurcit, là où tu fais un peu de la croûte, ça s'endurcit et que c'est grâce aux échecs qu'aujourd'hui je suis aussi apaisé, aussi heureux, aussi j'ai aussi la valeur des choses. Tu vois, je sais à quel point une réussite a un prix, je sais à quel point une réussite, un restaurant plein, c'est du travail et ça a du mérite et c'est pas banal. Donc je lui dirais écoute, tu vas tomber, tu vas te ramasser, pas qu'une fois, il y en aura 1000, mais il faut jamais lâcher. Et il faut essayer de penser à ces phrases de déni qui t'a lâché une fois. Tu vois, c'est pas qu'on s'est loupé à Top Chef, c'est qu'on a eu la chance de passer dedans. Et ça donne beaucoup plus de saveur à toutes tes réussites. C'est ça. Moi, j'ai un bon goût en tout cas. Parfait. Merci beaucoup, Juan. C'était passionnant. J'adore ta vision des choses sur l'échec et puis ton humilité aujourd'hui. Je suis contente d'interviewer le toi d'aujourd'hui, peut-être pas celui avant de passer à Top Chef. Non, on était tous des cacous à 22 ans, c'est obligatoire. Il faut passer par là, je pense que on apprend. Ouais. Et moi, je veux te remercier déjà pour m'avoir invité. Je veux te remercier de mettre la lumière sur ce thème, tu vois, sur lequel on a un peu peur de parler. Je trouve que s'il y avait plus d'histoires et d'informations sur l'échec, on vivrait mieux. Donc, et il y aurait plus d'histoires de succès, je pense. Ah, peut-être que ce sera un second podcast. J'espère. Trop hâte. Merci beaucoup, Juan. À toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.